Qu'est-ce que l'intuition? Pour le dictionnaire, l'intuition est une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement ou à l'expérience, comme celle que la vue donne de la lumière ou des objets. Une définition plus précise serait la perception extrasensorielle soudaine d'une information inconnue du sujet, c'est-à-dire de celui qui perçoit. En dehors de l'intuition, il y a de nombreux moyens d'accéder à des informations inconnues du sujet. Nous aborderons brièvement les expériences proches de la mort et les calculateurs prodiges. Pour cerner le phénomène de l'intuition, nous devons commencer par la structure du cerveau et celle de l'esprit. Nous allons voir que la découverte de la réalité de l'esprit passe par des expériences extraordinaires. Commençons par celle du docteur Jill Bolte Taylor, qui est une neuroscientifique américaine, qui a vécu un accident vasculaire cérébral, une expérience douloureuse mais très instructive pour une spécialiste du cerveau, puisque en mettant son hémisphère gauche hors service, cet accident vasculaire cérébral lui a permis de découvrir les fonctions ignorées de son hémisphère droit. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Comme vous venez de le voir, les fonctions de notre esprit sont si différentes l'une de l'autre qu'on peut même les considérer comme deux personnalités différentes. J'ai fait une expérience, disons, similaire avec une expérience hors du corps qui m'a, elle aussi, précipité dans le logiciel de l'infinitude. Ce qui ressort de ces expériences, c'est la révélation que ce que nous appelons ordinairement notre esprit est en réalité composé de deux logiciels de pensée aux capacités absolument, radicalement différentes. Alors le schéma présente les hémisphères droit et gauche avec leurs deux logiciels de pensée. Alors pourquoi logiciel? C'est parce que le meilleur moyen de décrire l'intelligence humaine, c'est l'intelligence artificielle. Donc, le logiciel de l'infinitude à droite et celui du monde fini dans l'hémisphère gauche. Cette répartition est celle des droitiers, qui sont plus de 90% de la population. Pour les gauchers, c'est simplement l'inverse. Découvrir ces deux logiciels est fondamental pour sortir de l'illusion commune générale que ce que nous appelons notre esprit serait capable de tout comprendre. Pour nous, ce serait qu'une question de quotient intellectuel. Or, ce n'est pas une question de quotient intellectuel, c'est une question de logiciel. Le logiciel du fini, quel que soit son QI, est incapable de concevoir l'infinitude. Et nous allons nous y essayer. Je vous conseille de voir une autre vidéo que j'ai réalisée qui s'appelle « Avec quoi pensons-nous ?» Donc, revenons au schéma
des deux hémisphères. Ce schéma serait plus proche, en quelque sorte, symboliquement, de la réalité, avec deux hémisphères, deux moitiés de tête, inégales, tant la proportion entre les capacités des deux logiciels est plus qu'immense, elle est infinie. Entre le logiciel du monde fini et celui de l'infinitude, il ne s'agit pas seulement de l'infinitude de l'espace et du temps, mais aussi de l'infinitude de la connaissance. Il est possible d'expérimenter cette infinitude dans des circonstances exceptionnelles, comme des situations proches de la mort. Et nous allons voir un extrait d'une vidéo de Jean Morzel qui a expérimenté une situation proche de la mort. C'était merveilleux. Et cette lumière m'aimait, elle me parlait. Et auprès de cette lumière, brusquement, je me suis rendu compte que je savais tout. Je connaissais tout. L'astronomie, les mathématiques, choses que j'ignore totalement. Et là, j'avais cette impression d'avoir la science infuse. Donc l'accès à la connaissance universelle est donc l'une des capacités ultimes du logiciel de l'infinitude. Tandis que l'intuition ordinaire, n'en est que la manifestation banale. Revenons aux deux hémisphères. Donc à gauche, le logiciel du monde fini et la perception dualiste du monde. Dualiste, c'est-à-dire deux. Moi, les autres. En fait, moi d'abord, les autres ensuite. Le fini, c'est le logiciel de l'ego et, totalement, de l'égoïsme. À droite, le logiciel de l'infinitude et son corollaire, la non-dualité, ou monisme, du grec monos, un. C'est la perception de l'unité fondamentale de l'univers. Celui-ci est perçu par ce logiciel comme un grand tout. L'autre n'est donc qu'une forme différente de soi-même. C'est-à-dire que ce que je fais à l'autre, en fait, je le fais à moi, puisque l'autre, c'est moi. Donc, l'infini, c'est l'empathie, c'est l'altruisme, c'est l'amour, pour faire simple. Alors, pour bien comprendre ça, il n'y a qu'un seul moyen, le vivre. Le problème, c'est que je ne peux pas vous faire vivre un accident vasculaire cérébral ou une expérience proche de la mort, une expérience hors du corps. Mais je vous propose une expérience qui peut s'en rapprocher un peu. Avec le logiciel ordinaire, votre esprit de tous les jours, vous allez vous efforcer de comprendre, de percevoir l'infinitude de l'espace. Par votre volonté, vous allez vous projeter dans l'espace à des vitesses sans cesse croissantes, des milliards d'années-lumière à la seconde, des trilliards, des quintilliards. Non, vous devez vous sentir irrésistiblement emporté physiquement dans une course vers l'infini. Alors, je vous suggère d'interrompre cette vidéo et de faire l'expérience. Et de la faire avec une volonté, avec presque un acharnement, jusqu'à ce que vous parveniez à la conclusion qui va s'imposer, c'est que votre logiciel de pensée, votre esprit, ne peut pas concevoir l'infini. Quelque chose qui commence nulle part et ne finit nulle part est une espèce de monstruosité incompréhensible. Et vous touchez là les limites structurelles du logiciel ordinaire, du logiciel du monde fini. À partir de ce moment où vous aurez véritablement perçu, intégré que le logiciel ordinaire est borné, le chemin là s'ouvrira vers le progrès. Et on dit qu'on peut mener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Alors, je peux vous indiquer l'expérience, mais je ne peux pas vous forcer à la faire. Ceux qui
demeure dans l'état d'esprit ordinaire, c'est-à-dire que leur esprit est capable de tout comprendre et qu'il n'y a pas à chercher autre chose. Ceux-là sont un peu, vous savez, comme ces gens qui mettent sur la porte d'entrée de leur petit pavillon « ça me suffit ». Eh bien, il y a ceux à qui le logiciel du fini suffit. Eh bien, pour cela, on ne peut rien. Donc, revenons au schéma de nos deux logiciels. À gauche, les perceptions sensorielles, que sont les 5 sens. À droite, les perceptions extrasensorielles du logiciel de l'infinitude. Nous avons vu que le logiciel de l'infinitude, à son niveau ultime, est capable de percevoir la connaissance universelle. Mais dans la vie quotidienne, pour certains individus exceptionnels, et de manière volontaire, récurrente, il est possible de percevoir des informations tout à fait étonnantes, comme celle des calculateurs prodiges. Nous allons voir un extrait d'une vidéo de Rudiger Gamm qui montre ce que peuvent faire ces calculateurs prodiges et donc quelles sont les capacités potentielles de l'esprit humain. 62 divisé par 167. 67. Thorsten Fehr de l'Université de Brême est chercheur neurologue spécialiste des génies de la mémorisation. Rudiger Gamm, prodige du calcul mental, est son cas le plus spectaculaire. 0,3712574879491949774169616676467 7305858622775425862277542574910179794 07185628744541497 005832824 1317365263934 13176526794 Pour les 30 chiffres après la virgule que notre ordinateur a calculé, c'est exact. Donc nous venons de voir cette expérience tout à fait étonnante, bien entendu, d'un calculateur prodige, mais il y a toute une masse d'informations qui nous concernent tous et qui serait pour chacun de nous d'un immense intérêt, c'est celle qui concerne notre futur. Alors, ça c'est une immense question. Le futur, à proprement parler, n'existe pas. Mais, par contre, ce qui existe, c'est une programmation du futur. Programmation qui peut être modifiée par le libre arbitre de chacun, mais qui, très généralement, est suivie. Cette programmation est la simple résultante des actes du passé. Dans le passé, il y a les existences passées aussi, bien entendu. Et avant chaque incarnation, chacun prépare un projet de vie et avec une programmation, ce qu'en Orient on appelle le karma. Alors, ceci a été pendant longtemps une croyance religieuse juste, et c'est maintenant, depuis quelques décennies, une certitude scientifique. Il y a de nombreux travaux qui sont disponibles. J'ai fait moi-même plusieurs vidéos sur le sujet que vous pouvez trouver. Le meilleur moyen de prouver la réalité des programmations, c'est la capacité de certains à accéder à ces programmations, à voir l'avenir, comme on dit banalement. J'ai choisi un témoignage de quelqu'un qui est connu de tous, qui est Karl Lagerfeld. Quand j'avais 18 ans, avec Yves, on est allé voir une voyante qui s'appelait Madame Zerakian, qui était très populaire. Ensemble? Vous avez été la voir? Oui. Ouais. Oui, bon.
je ne sais même pas s'il y avait déjà Pierre Berger, hein, je ne me rappelle pas très bien. Elle habitait rue Maubeuge dans un entresol en faux Louis XV. Elle était turque d'origine, avec des grands yeux turquoises, une femme énorme, mais fascinante. Et tout ce qu'elle m'a dit est arrivé. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas trop ce qu'elle a dit à Yves, c'était moins gai à la fin. Bon, elle a eu raison de ce côté-là. Alors elle m'a dit, votre succès c'est à venir. Je vois tout multiplié par des milliers d'exemplaires dans la mode. Ça veut dire, elle est prête à porter, mais à l'époque, elle ne savait pas formuler, elle ne connaissait pas ces mots, ni rien. Bon. Je vois des livres et des livres et des livres. Et des images et des images et des images. Ça ne me disait pas grand-chose. Bon. Et elle m'a dit tout ce que j'ai fait aujourd'hui, d'une façon tellement précise que c'est même effrayant dans un sens, mais tout est arrivé. Donc, nous sommes programmés, c'est confirmé, l'esprit humain est capable de percevoir des éléments de cette programmation. Et souvent, ces perceptions demeurent inconscientes. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Nous savons que nous recevons en permanence un flot gigantesque d'informations. Ainsi, selon le Dr Andrew Newberg, le cerveau recevrait 400 milliards de bits d'informations à la seconde, dont seulement 2000, c'est-à-dire 1/200 millionième, passerait dans le conscient. Alors, nous pouvons imaginer l'inconscient et le conscient comme les deux côtés d'un mur. D'un côté, du côté inconscient, les 400 milliards de bits d'informations qui comportent, pour l'essentiel, des informations qui encombreraient inutilement le conscient. Mais il y a parmi ces informations beaucoup d'informations qui nous seraient très utiles. Et donc, de l'autre côté, le conscient. Pour passer le mur de l'inconscient vers le conscient, il faut un influx nerveux suffisant, engendrant ce qu'on appelle un potentiel d'action. Vous voyez le schéma. Il s'agit d'un phénomène de tout ou rien, c'est-à-dire que si l'influx est suffisant, l'information passe de l'inconscient au conscient. Par contre, s'il est insuffisant, rien ne passe et l'information demeure inconsciente. Mais elle n'est pas forcément perdue pour autant. Parce que même si l'information ne franchit pas la barrière du conscient, l'information inconsciente peut néanmoins se manifester dans le corps par des réactions de stress. Et celles-ci peuvent être mesurées, ce sont des variations de la pression sanguine et des variations de l'électricité de la peau. Et la mesure de ces réactions indique le stress inconscient du sujet. Alors dans la vidéo suivante, nous voyons une expérience du docteur Matthias Brandt qui est intitulée « Le test du casino » et dans lequel un sujet, connecté avec un capteur électrodermal, c'est-à-dire qui mesure l'électricité à la surface de la peau, doit choisir des cartes qui entraînent des gains ou des pertes. Matthias Brandt est professeur à l'université de Duisburg-Essen. Il décrypte les messages de notre inconscient qui sous-tendent chacune de nos décisions, sans que nous nous en doutions. Dans le test dit du casino, des volontaires doivent choisir des cartes disposées sur 4 piles. Pendant ce temps, un appareil mesure les sécrétions de sueur de leur peau, des réactions de stress, comme pour un détecteur de mensonges. Le test comporte de bonnes piles, qui rapportent régulièrement de petits gains, mais aussi de mauvaises, où les pertes importantes sont fréquentes. Petit à petit, le sujet développe une sorte de prédilection pour les bonnes piles. Mais ce n'est qu'au bout de 80 cartes qu'il peut expliquer pourquoi. Son cerveau, en revanche, en sait plus que lui dès la 10e carte. Bien avant qu'il ne clique sur une mauvaise pile, Brandt enregistre des réactions de stress. Notre cerveau a donc 70 cartes d'avance sur nous. En fait, avant qu'on ait une vague intuition ou même conscience de ce qui est bon pour nous,
Des signaux corporels nous mettent en garde contre de mauvaises décisions. Ces signaux corporels indiquent que notre cerveau est fébrile. Ils n'émanent pas du corps. Ce sont les conséquences d'une excitation au niveau du cerveau que nous pouvons ainsi percevoir et qui peuvent influer sur nos décisions. Alors nous avons vu que grâce au détecteur électrodermal, il est possible de percevoir les émotions ressenties par le corps à chaque fois que le sujet fait un mauvais choix. Un autre exemple d'information inconsciente se manifestant dans le corps est donné par le célèbre financier George Soros. Alors dans son livre « La vérité sur la crise financière », George Soros révèle en quelque sorte son propre mode de fonctionnement en citant son fils Robert, parlant de lui à son biographe Michael Kaufman. Alors il dit « Mon père va s'asseoir et vous sortir des théories pour vous expliquer pourquoi il fait ceci ou cela. Mais je me rappelle avoir vu ça enfant et m'être dit « Mon Dieu, il y a au moins la moitié de conneries là-dedans. » Je veux dire que la vraie raison pour laquelle il change de position sur le marché ou sur quoi que ce soit, c'est que son dos se remet à le faire souffrir. Ça n'a rien à voir avec la raison. Il entre littéralement en transe et c'est un signe avant-coureur. Quand on reste un certain temps avec lui, on se rend compte qu'en fait, il est en grande partie guidé par ses humeurs. Mais il est toujours en train d'essayer de rationaliser ce qui, au fond, lui vient de ses émotions. Et il vit dans un état perpétuel, je ne dirais pas de déni, mais de rationalisation de son état émotionnel. Et c'est ça qui est très drôle. Nous avons vu que dans le cas du sujet du test du casino, l'information se traduit par une modification de l'activité électrique de la peau. Dans le cas de Soros, c'est « Aïe, j'ai mal dans le dos ». Le problème de l'intuition est qu'il s'agit d'une perception subjective et qu'en dehors de tests, avec des sujets appareillés, il est difficile de discriminer ce qui est une information extrasensorielle de ce qui est le produit de nos espoirs ou de nos craintes. D'où la méfiance de beaucoup vis-à-vis de l'intuition. D'autant plus que l'on ne peut pas étudier le processus à l'œuvre dans le cerveau, puisque l'intuition est généralement soudaine, absolument imprévisible. Donc on ne peut pas équiper le sujet avec un électroencéphalogramme. Alors il y a malgré tout une expérience qui est semblable et qui peut nous donner une idée du processus intuitif. Il s'agit des perceptions extrasensorielles. Dans la vidéo suivante, nous allons voir Maud Christen, qui est une médium que je connais, que j'ai rencontrée et sur laquelle j'ai déjà réalisé des vidéos il y a une quinzaine d'années, et je connais ses qualités. Et elle est étudiée dans la vidéo suivante par le professeur Norman Donn dans son laboratoire, et nous allons voir ce qui se passe au moment où arrive une perception extrasensorielle. Dans la vidéo suivante, le test consiste à percevoir ce qui se trouve dans une enveloppe fermée. Thank you. J'ai un rond, à la fois quelque chose d'affaissé ou d'écrasé, la sensation de champignon ou de la bouillotte au toucher, quand c'est mou, qu'on s'enfonce un peu. Du rond mou. C'est très difficile de voir si c'est de l'ordre du végétal. Cette idée de quelque chose de gros avec des trous dedans, dans lequel on peut rentrer. J'ai aussi la notion de point de rencontre, comme une place en étoile, quelque chose en étoile. Ok. Oh, c'est bien. Tu vois, c'est mon étoile là. Très bien.
Elle a vu beaucoup d'éléments. Ce ne sont pas des informations sensorielles. En d'autres termes, elle ne voit pas avec ses yeux physiques. J'ai pas la sensation visuelle qui, par définition, s'arrête à la surface. Je rentre dedans. C'est que je deviens ma cible. Nous allons regarder quelles étaient les ondes cérébrales de Maud au moment où elle a commencé à voir la cible. Ici, nous avons des ondes alpha qui correspondent à 10 Hz, soit 10 cycles à la seconde. Elles sont caractéristiques d'un état de profonde relaxation. Là, nous voyons l'hémisphère cérebral gauche et l'hémisphère droit. Par moments, ils sont alignés, c'est-à-dire que leur activité est synchrone. Ce n'est pas habituel. En général, les deux hémisphères ne fonctionnent pas en phase. Donc, comme nous l'avons vu, nous voyons encore à l'écran, les phases de perception extrasensorielle sont caractérisées par une synchronisation des deux hémisphères du cerveau et un état d'activité électrique alpha. Alpha, c'est-à-dire entre 6 et 12 cycles secondes. En conclusion, les capacités d'intuition passent par le développement et la maîtrise de cet état de conscience. Ce qui, en conclusion définitive, nous amène à dire que l'intuition, ça peut s'apprendre. C'est ce que je vous souhaite et ce que je vous propose. À bientôt.